Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play. Avec aujourd'hui un invité, Cédric Kersao est avec nous. Cédric, ça va ? La pêche. Ça sent, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé Tu devrais aller prendre un Lexomil, tu sais. Cédric Kersao, notre ami Thomas Poussou est avec nous, Flavie Garnier est avec nous Bonsoir. également. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extraordinaire. Il s'agit de la peur. Tintin. Bon, désolé, les mettre des pansements, on va faire une pause de 2 minutes et pouvoir mettre vos oreilles. Voilà, c'est clair. J'ai vu les oscillations de play. Alors, la peur. Comment faire peur à ces joueurs ? Quels sont les jeux de rôle qui font peur ? Avons-nous autour de cette table des expériences terrorisantes, terrifiantes à raconter ? Toutes ces anecdotes, vous allez les suivre maintenant, tout de suite, dans 3, 2, 1. C'est parti ! Alors tout d'abord, on commence par cette petite anecdote. Thomas, tu lèves le bras. Oui, alors c'est bien beau la peur. Donc on part dans la peur dans le jeu de rôle en fait. Oui, tout à fait. La peur dans le jeu de rôle. Je rappelle quand même à nos auditeurs que c'est une émission sur le jeu de rôle. Non, je préfère demander parce que là, à ce moment-là, j'aurais une petite définition. Qu'est-ce qu'est la peur, quoi ? Comment avoir vraiment peur dans le jeu de rôle ? Alors, on peut se poser cette question pour commencer. Moi, je pense que d'abord, la peur dont on parle, c'est la peur du joueur et pas du personnage. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. À partir du moment où le joueur s'identifie à son personnage, c'est aussi la peur du personnage et du joueur en fait. Tu penses que parce que le personnage a peur, tu vas avoir peur ? Moi, je pense qu'il y a deux sortes de peur. Il y a la peur de perdre son personnage. C'était à Cédric de répondre à cette question. Flavie Garnier, vous êtes... Je suis en mode reverse. Donc Cédric, tu disais... En fait, il y a deux façons de jouer. Soit en effet, Ton micro, c'est... Ouais, pardon. Soit en effet, t'es en fusion avec ton personnage. Fusion. Voilà. Soit t'es en fusion avec ton personnage et en effet... tu vas avoir peur et c'est normal dans ce cas-là, ça veut dire quelque part que tu joues bien et que ton maître de jeu est bon. Tu penses que si le personnage a peur, le joueur doit avoir peur aussi. En gros, quoi, pour toi, c'est évident. Ouais, après bon, faut mettre quand même le principe de distance, mais c'est pareil. Si ton personnage est triste, dans ce cas-là, ton joueur doit être un minimum triste. C'est normal. Enfin, c'est c'est le principe même du jeu, du rôle en fait, le principe de rôle. Thomas, tu voulais réagir ? Ah ouais, je voulais réagir parce que désolé Ced, moi je fais du jeu de rôle et ça m'est jamais arrivé tout ce que tu viens de dire quoi. Non. Pourtant je pense pas être un mauvais joueur. Ouais, non, moi non plus pareil. Voilà. Je suis assez. C'est bien que tu commences Ced par nous dire ça parce que justement, je pense que c'est. Comme ça, je me fais bâcher dès le début, c'est cool. En fait, t'aurais bien aimé que je fasse pas un truc à l'envers et que ce soit moi qui réponde. Non, mais je pense surtout que je pense qu'il y a certains joueurs qui ont besoin d'avoir une fusion avec son perso. Ça c'est intéressant pour eux et c'est un moyen d'avoir peur. Mais moi, je sais que ça m'est jamais arrivé parce que je fusionne pas tant que ça avec mon personnage. C'est un peu une marionnette. Je lui fais faire des trucs et ça me fait amuser ce qui lui arrive. C'est vrai qu'il faut que j'apporte de la nuance aussi. Enfin, le concept que je pose là, il est pour moi en fait. Mais Seth, t'as la même façon de jouer que moi, c'est tout. Quand tu joues, avec une voix plus grave quand même. Quand tu joues. T'aimes bien être dans ton perso, essayer d'expérimenter des trucs, faire de la simulation, faire comme carrément, si t'étais... Mais ça, c'est à cause de votre con, là, c'est à cause de Rome. J'insiste sur le thème comme si. Parce qu'au final, on n'est jamais son personnage, on est toujours le cul posé sur une chaise. Donc, bien sûr. Pardon, les fesses nonchalamment posées sur une chaise. Moi, je pense par exemple qu'il y a... Alors d'abord, il y a plein de trucs à dire. Il y a le fait que le personnage ait peur. D'abord, je pense que tu pourras jamais ressentir, mais ça, je pense que tu es d'accord, une peur aussi intense que ton personnage lorsqu'il rencontre Cthulhu, quoi. Bien sûr. C'est toujours un sentiment affaibli de peur que ton joueur ressent par rapport à celui que ressent ton personnage. Bien sûr, comme disait Fly, le joueur a quand même le cul vissé sur une chaise, quoi. Enfin, il n'est pas en train de se faire poursuivre par une grosse entité démoniaque. Donc, à mon avis, je pense que le fait pour que le joueur ait peur, en fait, il faut qu'il prenne suffisamment de recul aussi pour voir toute la situation et percevoir en fait tous les dangers qui sont autour de son personnage. Par exemple, tu peux avoir un cas où ton personnage n'est absolument pas au courant qu'il y a des trucs qui rôdent dans la ville,
mais parce que la nuit, mais parce que tu es en train de faire un scénario de Cthulhu ou de Sombre avec Johan Scipion ou de Milvaux avec Pika, comme c'était dit dans un précédent podcast, et ben justement tu sens qu'il y a une oppression en fait, et le joueur peut avoir peur alors que son personnage, lui, il est bien tranquillement assis à une table, il sait pas que les dangers le guettent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu t'apprêtes à regarder un bon vieux film d'horreur. Voilà. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Regarde, mais il se trouve qu'à la scène d'avant, t'as vu qu'il y avait un monstre qui regardait alors que le mec il est trop tranquille. Moi je me souviens les premiers aliens quand j'étais plus jeune, et la première fois que j'ai vu les aliens. Les premières scènes dans le vaisseau, l'ambiance, les travelling, il y a quelque chose, il y a une manière de mettre en scène qui fait peur, alors que pourtant à ce moment-là les gens qui sont sur le vaisseau ne ressentent aucun sentiment de peur, ils sont juste en train de manger ensemble. C'est comme dans X-Files les gars. X-Files, même quand t'as pas trop peur, même dans les épisodes plus tranquilles, il y a une ambiance, il y a un truc qui fait que tu sens le mauvais coup arriver. Comme Tooms. Ouais, X-Files, c'est pas le truc qui me fait le plus peur au monde, mais c'est vrai que je peux comprendre parce que c'est une ambiance assez lourde, quoi, assez glauque. Alors, tu voulais dire quelque chose avant que Fly ne t'interrompe? Et en fait, l'exemple le plus probant, c'est peut-être pas Alien. Je pense, pour moi, c'est plus Les Dents de la Mer. Bon, c'est personnel, mais je trouve que là où Spielberg avait du génie, parce que depuis Minority Report, c'est quand même nul. Ce que fait Spielberg. Veto sur cette dernière phrase. Ouais, quand même. Hein. Putain, La Guerre des Mondes, c'est un scandale. Mais il y a Tom Cruise. Ouais, bah oui, mais. C'est pour ça que c'est un scandale. Ouais, mais même, c'est nul. Bref, ce que je voulais dire avec Les Dents de la Mer, c'est que le génie de Spielberg, c'est qu'il arrive à nous faire peur avec une planche de bois. Je sais pas si vous vous rappelez cette scène. Il y a deux pêcheurs là qui balancent un bout de viande dans l'eau. Ouais. Et le requin en fait prend le bout de viande, ou du moins tu penses que c'est ça, quoi, et il arrache le ponton complètement. Et ce qui se passe, c'est que le requin emmène le ponton avec lui puisqu'il est accroché à la chaîne. Ouais. Et en fait, tu vois le ponton qui commence à revenir vers les pêcheurs qui sont tombés à l'eau. Et ce passage-là est génial parce qu'il y a rien. C'est un bout de bois. C'est un bout de bois. Et pourtant, il y a quoi? Il y a la mise en scène. Il y a il y a la musique. Il y a tout ça qui va contribuer à l'ambiance. Et ça, c'est génial. Flavie. Tu essaies de nous dire qu'il faut qu'on ait des bouts de bois quand on fait des jeux de rôle? Non, mais il parle de mise en scène depuis tout à l'heure. Et c'est là qu'on arrive au cœur, parce que là, pour l'instant, on parle de film, on parle de cinéma. On rappelle quand même que Thomas nous a rappelé au début de ce podcast, c'est que ça reste quand même un podcast sur le jeu de rôle. Mais effectivement, dans le cinéma, on trouve des ingrédients qui vont servir dans le jeu de rôle. Alors, Flavie, toi, t'as déjà maîtrisé des jeux d'horreur? Des jeux fantastiques? Sens. J'en ai masterisé un ou deux, mais je suis plus de l'autre côté généralement quand il fait peur. Ouais, d'accord. Toi, faut que ça parle d'amour. Moi je crie, moi. Par contre, Thomas, toi, je sais que tu as maîtrisé du Cthulhu. En veux-tu, en voilà. Non, c'est vrai que j'ai maîtrisé plusieurs. Alors, Cthulhu, oui, c'est fait pour faire peur. Maintenant, j'ai fait d'autres jeux où le but n'est pas de faire peur et quand même rajouter on va dire plutôt de l'étrange dans le jeu, quoi. Alors peut-être avant de partir sur les mises en scène, vu que je pense peut-être dire quels sont les jeux qui font peur, selon vous, quels sont les jeux qui sont propices à une ambiance de peur? Tous. C'est possible, puisqu'en effet, c'est une question de mise en scène. Je mets un veto. Ça dépend ce qu'en fait le maître de jeu, ça dépend ce qu'en font les joueurs. Non, il y a des jeux qui sont pas du tout faisables. Par exemple, j'ai joué à Misery Bubblegum ce week-end et je peux te jurer que ce jeu n'est pas du tout faisable pour faire peur. C'est tentable, c'est une expérience possible. Non, je peux te jurer que c'est pas possible. Thomas, pareil, tu penses? Oui, je pense qu'en fait tout dépend comment le jeu est orienté. Si tu veux faire un jeu qui est dans un monde demi-dinette où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vas pas faire un scénar où ça fait peur. Ah oui, non mais pourquoi pas? Mais oui, non mais c'est possible. Tu peux faire un trip, juste un scénar qui va faire peur justement pour sortir du contexte. Ouais, mais le jeu il est pas adapté pour ça, quoi. Le jeu n'est pas adapté pour. Je suis bien d'accord. Donc ça reste toujours possible. On sait jamais. Non, mais on sait jamais. Je pense, par contre, moi j'y crois pas. Cédric a raison dans le contexte de jeux de rôle plus classiques que les jeux indépendants américains fort chiens auxquels on a habitué nos éditeurs avec One Shot là. Mais je pense que quand même dans les jeux de rôle plus classiques, Cédric a raison. On peut faire un Adventure Donjons et Dragons, enfin un Donjons et Dragons qui fait peur. On peut faire un donjon particulièrement banal. Ça peut marcher pour pour beaucoup de jeux de rôle, effectivement, tu peux le faire. Voilà. Mais pas pour tous. Voilà. Alors la peur dont on parle, c'est. Moi, je pense que ça se tente. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Revenir un peu sur la peur dont on parle. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait confondre ça avec la peur de perdre son personnage? Non, je pense que justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a deux peurs, à mon avis.
Il y a la peur de perdre son perso où tu dis oh non putain, enfin tu vois où tu as une petite pas une angoisse mais un petit frisson genre oh non, j'ai pas envie de perdre mon perso et du coup tu flippes un peu de perdre ton perso et j'aimerais différencier ça de vraiment flipper pendant le scénar, notamment à Cthulhu où de toute façon à Cthulhu tout en fout, ton but c'est de perdre ton personnage mais le plus tard possible. Ouais. Et d'en découvrir le plus possible sur les trames. Et donc là, c'est complètement différent. Là, tu flippes parce que c'est flippant. D'accord. Voilà. Donc bon, ça c'est des peurs de joueurs, mais ce qu'on dit quand on parle de faire peur aux joueurs, c'est que le joueur ressente un frisson, que assis sur son siège, là, il y a quelque chose comme quand tu regardes un film d'horreur et que tu frémis, quoi. Ouais, je pense que Fly pourrait nous parler de ses expériences parce que c'est quand même une très bonne cliente. Hein. Mais quoi Non, je suis une bonne spectatrice de ce côté-là. Je suis bonne receveuse d'angoisse. T'aimes bien te faire peur ? Ouais. Sauf pas avec les zombies, j'aime pas ça. D'accord. C'est nul les zombies. Fly a soulevé un point tout à l'heure et je partage entièrement parce que je joue de la même façon, à savoir qu'elle partage les sentiments de son personnage. C'est pas seulement uniquement au niveau de la peur, je pense. C'est à savoir si ton personnage est triste, toi aussi tu vas le ressentir un petit peu pour justement peut-être mieux le jouer. Bon, même malgré ce qu'il dit, rassurez-vous, hein, je ne suis pas dans un hôpital psychiatrique et je vais très bien. Non, et voilà. Non, mais je suis avec toi. Moi, je te le dis. Mais je sais pas à ce point-là. C'est juste que j'aime bien me mettre dans l'histoire. En ce processus. Moi, je ne crois pas en ce processus, Cédric. On ne peut pas communiquer la peur d'un personnage à un joueur. On va discuter alors. Non, moi je pense vraiment que c'est le joueur qui prend du recul sur son personnage et c'est la situation en fait qui fait peur. C'est pas, tu ressens pas ce que ressent le personnage, c'est la situation qui fait peur. Imagine par exemple, tu vois, on est dans une grande maison, Cédric. Imagine une caméra posée dans le silence d'une pièce à l'opposé d'ici. La pièce est silencieuse. Tu n'entends rien ou presque rien. Pardon, excuse-moi. Je voulais faire le loup. Non, justement, donc ça c'est raté. Tu vois ce que je veux dire ? Mais imagine juste, tu vois, la situation. La situation, elle est, bon, mis à part l'aspect caricatural que vient de souligner Flavie, la situation peut prêter à faire peur. Et pourtant, il n'y a aucun personnage pour assister à ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste toi en tant que spectateur qui a peur. Ah oui, non mais. Est-ce que tu comprends ? Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais c'est toi qui vas visualiser la scène, c'est toi qui vas te faire des représentations aussi. Tout à fait. Et c'est toi qui vas t'approprier ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu de rôle est très fort à mon avis. C'est parce que la manière dont le maître de jeu raconte ne t'impose pas une image fixe comme c'est le cas dans le cinéma. Tout à fait. C'est toi-même qui t'imagines le truc. Donc du coup, c'est toi-même qui te forme ta propre représentation de ce qui te fait peur. Il y a même un cas assez flippant, on parlait d'expérience tout à l'heure, où moi j'ai fait un scénar solo, où j'ai joué à ce jeu horrible, il s'appelle Sens, je crois, où en fait, voilà, on fait un scénar solo, on était dans un phare. Ouais, c'était pas un scénar solo, il y avait Thomas avec toi. Non, moi je l'ai vécu, en tant que joueur, mais je l'ai vécu en tant que maître de jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que le scénar du phare, il est tellement horrible, et puis je suis tellement bon aussi, ça doit être ça, je pense. T'as les chevilles qui gonflent. À fond. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon joueur, là, avec Tommy, lui il a eu les boules, mais moi aussi en tant que maître de jeu, c'est à dire qu'on s'est tellement bien représenté la scène, on a tellement bien partagé l'ambiance que ce qui s'est passé c'est que moi aussi je me suis foutu les boules en tant que maître de jeu parce que tu avais tes propres représentations, en fait tu devais t'imaginer les scènes pour bien sûr, pour justement communiquer cette peur à mon joueur. Thomas, je te sens un peu sceptique sur ce coup-là. J'ai l'impression. Non, je dirais pas sceptique, mais en tant que maître de jeu, et en essayant de faire des scènes qui font peur, moi ça me fait plus rire en tant que maître de jeu qu'en tant que joueur. Ouais. C'est parce que Thomas m'imagine déjà dans un hôpital psychiatrique, je pense. Non, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai la relation que j'ai de la peur, en fait, les réactions que j'ai par rapport au jeu de rôle. J'ai jamais vraiment eu peur dans un jeu de rôle. Ça m'a plus amusé qu'autre chose. Parce que généralement, dans le jeu de rôle, quand on utilise la peur, c'est souvent très codifié. C'est le truc très con. Vous êtes tout seul dans une pièce, vous entendez un bruit au loin. Tu apposes une sensation de peur, mais c'est tellement caricatural qu'il y a des gens tout de suite, juste pour le plaisir de se faire peur, va essayer d'intégrer ce que peut ressentir le personnage. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est me dire, c'est un truc à la con, ça va être marrant, il va se passer des trucs bizarres. Mais toi, tu t'aimes pas donc te faire peur dans les scénarios? Me faire peur dans les scénarios, si, mais en fait, si tu veux, c'est en tant que joueur ou en tant qu'MJ, c'est-à-dire que la peur, je la ressens pas en fait comme une frayeur. Je ressens ça comme un amusement. Je reviens toujours sur ma description que moi, mon personnage, c'est plus un pantin, il arrive des trucs. D'accord, donc c'est la situation qui peut te faire peur. La situation me fait pas vraiment peur en fait, si tu veux. Elle m'amuse. D'accord. Mais je cherche effectivement dans le jeu de rôle les scènes qui font peur, mais pas pour avoir peur, juste pour m'amuser.
D'accord, ok. Et donc toi, en tant que joueur, encore une fois, tu n'as jamais eu peur en jouant au jeu de rôle. Moi, j'ai jamais eu peur en jouant à un jeu de rôle. Ça marche. Flavie, tu voulais dire quelque chose? Bah, c'est rigolo au fait que tu parles de rire et tout, parce que moi je me souviens de Scénar de Cthulhu que j'ai fait avec toi, où en gros moi j'étais angoissée et du fait d'être angoissée je rigolais tout le temps. Ah oui, tu Tu veux vois dire que rire, ça peut Le être aussi rire. une Ben, manière de rire, décompresser. c'est ben oui, et du coup même je pense que certains scénars qui font peur sont forcément des scénars où on a beaucoup ri quoi. C'est Histoire de pas faux, ça. décompresser. C'est pas faux. Ouais, hein. où C'est- t'as les boules et tu fais tu vois, où tu commences à rire et t'as un fou rire qui te prend alors qu'en fait t'as les boules quoi. Tu penses, moi j'ai des scènes en tête effectivement où je riais, mais parce Ouais. que soit j'étais gêné, soit j'avais peur, quoi. Ah, moi, j'ai des scènes en tête où faut faire le jet, putain, faut que je vais escalade. Mais Il y a c'est les, il y a ouais. les, il y a les, il y a les mecs qui arrivent, des adorateurs du culte là, qui sont trop bizarres là, qui arrivent et Adorateurs du cul, putain, bah, Du cul. tu fais ton jet là et putain, tu commences à rigoler parce que tu là, putain, je rate mon jet, putain, et t'as Ouais. les boules quoi. Ouais, mais en fait, c'est toujours agréable. C'est toujours marrant Ouais, quand c'est même. chouette. Bah oui, c'est super- pour ça que c'est drôle. ouais. Alors, je tiens à dire que Fly est une très très bonne cliente aussi, parce que vu que j'ai joué pas mal de fois, on peut le dire avec toi. Ce qui est marrant, c'est qu'on joue beaucoup sur l'ambiance, sur quelque chose de régulier. Par exemple, les ROM est très fort pour ça. À savoir qu'il va taper de façon régulière. Comme ça, de Complètement, façon, ouais. tu vois, ça va durer 5-10 minutes, et puis il va te mettre dans une petite ambiance comme ça, et puis d'un coup, il va y avoir un gros boom, quoi. Et Fly est particulièrement friande de ce genre de choses-là. Ouais. Écoutez, Le j'ai mec pas a fait des besoin bonds de de 3 trampoline mètres. pour faire des grands bonds et c'est plutôt une bonne chose, voilà. Et nous aussi, hein, on se prend au jeu. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir la même relation que Thomas, où je n'ai peut-être pas envie d'avoir la même. C'est-à-dire que moi, ça me fait pas rire en fait. J'essaie vraiment de me mettre dans la peau du personnage. Et oui, j'ai peur du coup. Ouais, Mais non, c'est même vrai si c'est un que sentiment qui est affaibli. je te sens. C'est vrai que quand on fait un scénar d'horreur ou un truc comme ça, je te sens bien à bloc. T'as vraiment envie. T'es venu ici pour te faire peur. T'as Ah ouais, envie de ressortir très, très quoi, bon avec client, le quoi. sentiment. Sur Quoi. les trucs pour faire peur, je peux citer un autre truc de Rome si vous voulez qui m'a bien foutu les boules une fois. Allez, fais-moi Bah, peur. Alors, on en vient aux techniques sur le- de Rome l'MJ. se déplaçait fais-moi tranquillement peur. autour de la table et il racontait l'histoire tranquillement. Et à un moment, espèce de voilà, sans prévenir, il m'a agrippé les épaules en me hurlant dessus et Oui. du coup, je me suis mise à hurler et j'ai ça, vraiment c'est eu du des sadisme, boules Ça, je suis quoi. un gros vachard là-dessus. Mais vraiment, je pense que j'ai dû hurler. Mais du coup, j'étais bien là dans le scénar qui faisait peur. Là, j'étais angoissée comme il fallait. Pas de souci. C'était pas mal ça. Ouais, ça avait bien marché. Alors justement, là, on parle un peu des techniques. Moi, en tant que présentateur, j'essaye tant bien que mal, chers auditeurs, vous avez remarqué, de faire un plan, mais tout le monde part en live. C'est pas ma faute. Alors là, justement, on parle des techniques de maîtrise. Mise en abîme. Voilà, on en revient à la question que je te posais tout à l'heure, Thomas. On a fait une énorme digression. Donc, toi, quand tu es maître de jeu, quelles sont les techniques que tu emploies pour essayer de mettre une ambiance, de faire peur Alors, au niveau de la mise en ambiance, bah, tu mets une petite. Si tu utilises de la musique, moi je suis pas un grand fan de la musique, Ouais. mais tu mets une musique plutôt glauque, Ouais. avec genre des grincements de chaînes, des bruits très métalliques, de l'orage. Silent Hill. Voilà, Oui, par tout à fait. exemple. Silent Hill. Alors, est-ce qu'on peut citer des petits conseils, Thomas? T'as des... Au niveau musique, Alors, moi, non. moi, ce que je te ramène en général quand on joue à tes scénars, Thomas, c'est les musiques de Myst 2. Pour les Ouais, il y a ambiances beaucoup de d'horreur, Myst, il y a des espèces de musique très abyssale, comme si ça avait été enregistré sous l'eau un petit peu. C'est assez spécial et des ondulations Il y a très. Alone in the Dark aussi. Ouais, des Ouais. Il y a distortion units. évidemment Silent Hill. C'est Silent Hill. génial. Silent Hill, c'est vraiment trop Silent Hill, est-ce que la musique pour les scénars, elle est pas un petit peu trop présente? Est-ce qu'elle est pas un peu trop Ça dépend lesquels, parce que par exemple la musique des égouts, elle est ténue, il y a des petits coups qui font C'est peur, ça dépend des musiques. Faut la Et il y a couper, le je pense. côté- Hein. Il y a du Ouais, travail de je découpe pense à qu'il y a faire. un petit peu de travail à faire, et il y a aussi le côté, c'est génial à Silent Hill, ça aussi, c'est le côté dissonant. C'est-à-dire que ça grince, ça Ouais. fait mal aux oreilles. Si ça Ouais, fait peur ça- et ça fait mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu as d'autres techniques, Thomas, quand tu Alors maîtrises ensuite, c'est alors du part donc imposer l'ambiance par la musique et aussi par les descriptions. C'est-à-dire que on va mettre des petits pancartes aux joueurs. Attention, les joueurs, ça va faire peur. Donc là, c'est du conditionnement qui permet aux joueurs directement, s'ils ont envie, de se mettre dans l'ambiance. D'accord. Genre, vous arrivez dans une vieille maison, le plancher craque, des petits détails comme ça. Genre, si tu dois donner une odeur, si tu donnes une odeur particulière, assez décryptée, de façon à ce que les joueurs puissent se l'imaginer. Donc là, justement, la caricature joue un peu au service du Voilà, maître on de veut jeu dire qui les va- codes, en fait, surtout les Voilà, les codes codes, qui sont voilà, les classiques, qui permettent de répondre. Puis après, c'est faire
faire monter encore plus l'ambiance, donc en faisant des bruits, de façon à ce que les joueurs augmentent la tension. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ced. Ça fait partie des techniques justement. Les petits, quand tu frappes régulièrement et que d'un coup, tac, tu vas augmenter la pression. Quoi. Quelque part, on est toujours dans la dissonance, quoi, parce que c'est vraiment la surprise. Enfin, en fait, c'est le décalage. C'est ça. Tu fais un truc régulier. Attention à ton micro, Cédric. Hein. Parfois, tu. Pardon. En fait, c'est le décalage, donc je disais, et c'est vrai que tu vas faire un bruit qui est régulier, où tu as une musique régulière, et puis d'un coup, tu vas avoir un gros boom, ou un truc qui va grincer. C'est un code, hein, comme disait Thomas, mais ça marche, c'est efficace. Ouais, c'est pas mal. Flavie, est-ce que tu as des techniques ? Ouais, moi j'en ai une, mais parce que c'est ce que je sais faire en tant que MJ, c'est faire rencontrer des persos bizarres et les jouer bien en fait. Pas juste tu rencontres quelqu'un de bizarre, mais jouer la personne. Bonjour, avec des mimiques que tu fais en face des joueurs et du coup tu les mets un peu mal à l'aise. Bien jouer le PNJ, tu veux dire, un jeu d'acteur. Quoi. Ouais, du coup, tu leur parles d'amour et ça les fait définitivement fuir. Non, c'est ça le truc. J'ai fait l'amour avec Cthulhu. Alors là, des coups. C'est vrai, mais Fly a raison. C'est vrai que bien jouer les personnages, il y a des personnages qui sont très inquiétants. Moi, j'ai été confronté à toujours dans ce jeu là, minable qui s'appelle Sens. C'est de l'ironie, attention. Où j'étais confronté donc à la colline de glace, où il y a un mec là. Alors c'est un c'est un déficient mental, très clairement. Et oui, il fait peur, il est dérangeant parce qu'il y a des éléments de langage que l'on ne saisit pas forcément, parce que le mec, t'as l'impression qu'il se parle tout seul, parce qu'il va faire des mouvements qui sont complètement incohérents. Mais il est gentil à côté de ça, ce personnage. C'est un déficient mental, mais il est sympathique. Mais il peut surgir à n'importe quel moment dans le couloir parce qu'il n'a pas compris que c'était pas sa chambre. Quoi. Et qui plus est, il fait aussi peur parce qu'il y a un flou sur son identité. Est-ce que tu veux vraiment que je révèle son identité à ce méchant personnage? Non, ça va aller. Pas de spoiler sur mon jeu, s'il te plaît. C'est l'équivalent pour Dracula de... Ah, je vais pas me rappeler son nom, là, du valet de Dracula. Quand tu arrives dans sa... Igor. Bah, je suis désolée, mais quand tu rentres dans le palais de Dracula avec ta Igor qui est trop chelou, qui dit des trucs trop bizarres et tout, bah ça te met bien dans l'ambiance, quoi. Ouais, c'est pas mal quand même. Sûr. Moi, j'ai découvert une nouvelle technique en fait grâce à Thomas et au Dirty Secret qu'on a fait d'ailleurs pour Play, le dernier podcast. T'es mignon, je sais très bien de ce dont mais tu oui, vas parler. Mais la tartine de Mais bien sûr, mais en fait c'est une vraie technique pour imposer une ambiance, je trouve, autour d'une table. C'est-à-dire que plutôt que de décrire la peur justement dans la caricature, moi j'aurais tendance à dire l'inverse, réussir à la décrire avec des éléments de la vie de tous les jours. Je pense vraiment qu'un truc qui marche dans la peur, c'est de marquer le contraste entre la réalité prosaïque, la réalité banale, la réalité de tous les jours, la réalité quotidienne, et puis d'un seul coup, le phénomène fantastique. Tu citais Silent Hill tout à l'heure comme jeu vidéo et comme musique qui fait peur. Pour moi, ça rentre typiquement dans ce cadre-là. C'est un jeu dans lequel il y a tout un élément de décor qui est familier, une ville aux États-Unis, des toilettes, c'est pas un manoir hanté. La salle de bain, par exemple. La salle de bain, etc. C'est des éléments qui sont très de la vie quotidienne, et d'un seul coup, l'horreur surgit. Là, dans le cas de l'expérience de partie, j'ai envie de rapporter celle de Dirty Secret, où toi, Thomas, en tant que maître de jeu... non, t'es pas maître de jeu. Tu étais l'enquêteur, mais tu étais animateur de la partie. Ah non, c'était Flavie qui animait la partie. Décidément, je dis bien plein de bêtises. C'est moi qui décrivais la scène. C'est toi qui décrivais la scène, voilà. Et tu nous décris en fait une relation incestueuse en nous décrivant deux frères qui partagent une tartine de chocolat donnée par une grand-mère, une vieille femme. Et tu vois, le côté... d'abord, j'ai trouvé ça super. La scène était super glauque parce qu'on visionnait ça sur une bobine. Enfin, son personnage visionnait ça sur une vieille caméra, une vieille cassette vidéo, tu sais, VHS. C'est vrai que ça joue. Déjà, t'as le côté ring, t'as les deux. On imagine les images sales et tout. Qui est bien implanté. Et tu vois, ça m'a marqué, quoi. Vraiment, moi, je trouve que c'est une technique à part entière. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire de détails. En fait, quand tu donnes une ambiance, voilà, le truc, c'est que tu vas donner des détails et en fonction de tes joueurs, il y aura un joueur qui va plutôt titiller sur un détail, parce que ça va vraiment lui parler. Ouais. Toi, tu vas être plutôt sur un autre. Donc ça, l'avantage du détail, c'est que ça va permettre aux joueurs de prendre. En fait, une pancarte. Le détail, c'est une pancarte. C'est annoncer directement quelque chose qui va lui parler et donc encore plus s'accrocher à la scène. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une expérience qu'on a tous vécue.
tu vois, l'expérience de la tartine de chocolat. Mais autour de ça, il y a tout un ensemble de trucs, par contre, qu'on n'a jamais vécu et qui sont... Enfin, ça, cette technique-là, en tout cas, pour les scénars, je pense qu'elle peut très, très bien fonctionner. Flavie. C'est rigolo que tu parles de cette technique parce que dans le film qui m'a fait détester les zombies et les films de zombies pour le restant de mes jours, il y a dans 28 jours plus tard, il y a un passage qui a été le passage pendant lequel j'ai commencé à flipper. C'est le moment où en fait il est chez lui, donc il y a eu un petit moment de flip avant. Et en fait, tout est censé être calme, mais il n'y a vraiment pas de bruit, donc c'est étrange. Il est chez lui. En fait, il regarde des photos. Mais les photos sont déjà un peu ternies. Il est dans sa cuisine, il regarde les photos sur son frigidaire. Et tout le monde a des photos sur son frigidaire. Enfin, c'est, tu vois. Et c'est un truc, tu vois, tu vois les photos de près, tu imagines sa vie et tout, mais tu sais que c'est très calme et tu sais que ce sera plus jamais comme ça. Et c'est là, je trouvais que l'angoisse commençait vraiment à monter. Et c'était dans juste du petit détail pendant quelques temps. Et ensuite, il y avait des trucs qui arrivaient et c'était horrible. C'est vrai que ce mélange entre finalement réalité banale nous fait plonger dans l'ambiance et en même temps le fantastique, s'il surgit au bon moment, au bon endroit, ça peut vraiment être un bon élément, une bonne technique. Est-ce que vous en avez d'autres des techniques ? En fait, Cédric, toi, tu disais te faire peur en tant que maître de jeu. Est-ce que tu considères que c'est une technique, ça ? Est-ce que c'est un conseil que tu mettrais dans une base d'un jeu d'horreur ? Genre, si vous voulez faire peur à vos joueurs, faites-vous déjà peur vous-même. Ça dépend de votre façon de voir les choses. Moi, je m'implique vraiment dans mes personnages. Si mon personnage est triste, en effet, je vais essayer de communiquer la tristesse, moi-même en étant triste. D'accord. Mais ça, c'est une question d'empathie. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Mais c'est une technique pour la peur que je conseillerais, parce que si la peur fonctionne sur vous, il y a de grandes chances pour que la peur fonctionne sur votre joueur. Mais après, il faut placer le cadre. Comme disait tout à l'heure Thomas, quand c'est censé faire peur, ça va plutôt le faire rire. C'est à vous de délimiter avant ces bornes-là. C'est-à-dire qu'il faut placer le cadre, il faut dire, voilà, là on va faire un scénar. Les gars, vous allez, il y a des chances que vous fassiez vos besoins dans votre pantalon, quoi. En tant que joueur, vous allez avoir peur. Oui. C'est dur, hein. Thomas, il n'a pas l'air d'être venu pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans ce cas-là, tu refuserais de jouer, peut-être. Non, mais je jouerais parce qu'en fait, ça m'amusait. Ouais, d'accord, ok. Voilà, mais attention. Non, si on m'obligeait à dire clair avec les auditeurs, quand on parle de joueurs qui ont peur, on parle bien de peur au sens cathartique du terme. On se fait plaisir en se faisant peur. Oui, comme on loue une cassette, machin. Oui, mais quelque part, en fait, il y a des gens dire te faire peur, c'est aussi ressentir un peu le sentiment. Oui, tout à fait. Voilà, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Ouais. Moi, j'ai eu des sentiments de flip à des tables, notamment ici, là, dans cette grande maison où on joue régulièrement. Il y a le cadre aussi. Il y a le cadre. Justement, en parlant de ça, en parlant de technique tout à l'heure, tu disais, si tu veux faire un scénar qui fait peur, déjà, fais-le la nuit. C'est déjà une base. Enfin, ça a l'air pourri dit comme ça, mais évidemment que le contexte est bien. Là, on est dans une grande baraque, on est dans la baronnie et tout, ça grince de partout. Mais évidemment que ça aide au contexte. Il faut ce contexte-là. Si tu veux faire un scénar qui fait peur, il faut choisir ton lieu et ton moment. D'accord. Ouais, non, tout à fait. Il y avait aussi je voudrais juste revenir sur l'histoire du MJ qui se fait peur. Il y avait aussi Johan Scipion dans le podcast sur le suspense diffusé sur le blog de la cellule. Il y avait Johan Scipion et Pika, qui sont tous les deux auteurs du jeu de rôle Sombre. Enfin, Johan Scipion est auteur du jeu de rôle Sombre et Pika fait un supplément en fait pour Sombre, une espèce d'add-on en fait qui vient se greffer sur le système de Sombre. Et donc, ce sont tous les deux des gens qui aiment se faire peur en fait et qui aiment faire peur à leurs joueurs. Ils parlent pas de joueurs, ils parlent de victimes. Amusant. Et donc, et ces gars-là disaient que eux, les meilleurs scénars, c'était souvent des scénars où eux-mêmes, ils arrivaient à se plonger eux-mêmes dans la propre ambiance qu'ils ont mise et où ils se faisaient peur. Ouais, c'est une question d'immersion. Moi, je pense que tu as fait 75% du boulot quand tu as fait ça. Et Pika proposait une technique de ouf, là, la technique de la sonnerie de maître d'hôtel. Thomas, non, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien. C'est en fait le grosso modo, l'idée c'est ça, c'est que dans le jeu de Pika, Pika proposait une technique qui dit que tu mets une clochette de maître d'hôtel sur la table. Tu sais, c'est celle qu'on appelle quand on est à l'accueil de réceptionniste là, où tu t'appuies dessus et paf, et ça fait un bruit vraiment assourdissant. Moi je l'ai entendu, sa clochette, elle fait vraiment un bruit de fou quoi. C'est ding, mais un ding super puissant. Et en fait, une fois par partie, alors, je suis pas sûr, je crois que c'est une fois par partie, tu as le droit en tant que joueur de taper sur la sonnette pour faire une action automatique avant tout le monde. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est donc à tout moment, en fait, tu as le stress que n'importe qui puisse ding, faire le truc. Et il racontait une scène énorme, où à un moment donné, il y a un PNJ qui est en train de se battre contre eux, il laisse tomber son flingue. Il y a deux PJ qui sont autour de la table, et là, ils se ruent tous les deux sur la sonnette pour ding.
Excellent. Tu vois l'ambiance un peu qu'ils mettent. Donc, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une super technique. Pika, vraiment, c'était une super technique. Merci à toi. Quoi. Ouais, donc ça, il l'avait rajouté à son système. C'est une technique de MJ, si tu veux. Ça fait pas vraiment partie du système du jeu, mais il a proposé dans les techniques. C'est énorme. À tester, franchement. Oui, de toute façon, Pika, je lui ai dit, il viendra un de ces quatre à la barre nous faire tester son jeu, c'est sûr. Voilà, c'est On en a parlé déjà avec lui, il vient régulièrement à Saint-Malo. Un bon one shot. Ah ouais, ça va être énorme. Flavie. Moi, j'ai une autre technique, mais ça va paraître bateau, mais quand vous connaissez bien vos joueurs, et quand vous connaissez bien leurs petites peurs et leurs petits défauts, enfin, c'est plutôt agréable de pouvoir les utiliser pour les faire un peu flipper, non ? Moi, si je veux foutre les boules à fly, je vais foutre des zombies dans le scénario. Là, ça marchera pas mal. Alors là, il faut être très clair. Je pense qu'il faut quand même que tout le monde soit d'accord autour de la table parce que si par exemple quelqu'un a été traumatisé par une scène de son enfance ou je sais pas quoi, un truc grave. Non, mais bon, tu connais tes potes, tu sais que c'est un truc dont ils t'ont parlé. Tu vas pas le faire. Allez, je vais t'envoyer à l'hôpital. Je sais bien que vous n'êtes pas des maîtres de jeu comme ça, quoi que ce soit, mais nous enregistrons là pour une émission de radio. Il y a des gens qui vous écoutent et qui ne vous connaissent pas. Oui, mais quand j'ai bien dit le mot pote, enfin, c'est tes amis, tu vas faire des trucs rigolos. Genre, moi, j'ai peur des araignées. Si tu mets une araignée dans le scénar, bon, voilà quoi. Enfin. Est-ce que vraiment ça fonctionne ça ? Moi, je sais que si tu me colles un zombie dans le scénar, je vais flipper. Ouais, alors, mais... attention, parce que je te colle un zombie, certes, mais si je le joue vraiment bien, comme de le faire maître de jeu, c'est-à-dire, voilà, c'est aussi les bruits, c'est le mouvement, c'est tout un déplacement. Même si je m'approche de toi, tu vas flipper, je pense. Et c'est tant mieux. Non, mais moi je trouve pas ça bateau ce que tu dis, Flavie. C'est super intéressant. Oui. À mon avis, c'est une chose simple mais fondamentale. C'est sûr que si tu connais bien les joueurs autour de la table, que tu connais un petit peu leur peur ou leur sensibilité, oui, ça va jouer quoi. Je pense notamment au jeu de Christophe Buckley, Innommable, qui joue là-dessus. Où justement, en fait, pour échapper au coup du sort du maître de jeu, je simplifie grandement, au début de la partie, en tant que personnage, tu dois choisir ce qu'il appelle une attache. C'est-à-dire que c'est un élément qui appartient à ton personnage et qui va pouvoir subir le sort négatif que le MJ te réservait à la base. C'est-à-dire que l'attache va servir d'écran. Et Christophe précise dans sa base que l'attache doit être quelque chose, même si ton personnage est fictif, auquel tu tiens en tant que joueur. C'est-à-dire, par exemple, si ton attache doit avoir un rapport quand même à toi en tant que joueur. Donc tu vois, il y a ce côté en même temps... on t'oblige à implanter un peu de toi dans la fiction pour avoir peur. Il y a en fait, c'est une manière de t'obliger. D'impliquer, en fait. On t'oblige, en fait, à t'impliquer, alors que normalement, on n'a pas à t'obliger. On n'a pas à t'obliger. Ah bah si. Non, mais... C'est un jeu, il y a des règles, c'est normal de s'impliquer dans un jeu. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Normalement, on n'a pas à t'obliger à t'impliquer. C'est normalement, tu t'impliques de toi-même. Peu importe les sentiments que tu mets dedans, tu t'impliques d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que le coup de la tâche, ça fait un truc supplémentaire. Moi, je trouve en fait, c'est que là, c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que tu as l'air de dire que c'est naturel. Je suis pas d'accord. Il faut quand même qu'un système t'oblige à le faire parce que toi, tu fais ça naturellement parce que t'aimes ça. Mais imagine que tu te retrouves autour de la table avec des gens qui ont envie de fraguer du monstre, tandis que toi, tu as envie de te faire peur. Et du coup, vos deux désirs vont rentrer en contradiction et ça va pas fonctionner. Alors que si le système prévoit que tous les joueurs se mettent des attaches comme ça, t'es sûr d'avoir ton trip. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'ai une table qui veut fraguer du monstre, je vais pas proposer un scénar qui fait peur. Ouais, d'accord. Mais bon, après, ceci dit, si j'ai une table, encore une fois, qui veut fraguer du monstre et que je fais le coup de la tâche, qu'est-ce qui va se passer ? Les mecs, ils vont avoir peur de perdre leur attache ou autre, mais ce sera uniquement en fait par jeu. C'est-à-dire que voilà, ah bah merde, j'ai perdu ça, j'ai perdu tant de compétences et autres. Les mecs, ça va pas leur faire, je pense pas que ça va leur provoquer une peur en fait. Si les mecs sont là pour fraguer du monstre, ils vont vouloir fraguer du monstre et la tâche, je ne pense pas, ne va pas les obliger à avoir peur. Bah alors là, je te jure que si tu prends par exemple pour attache la personne avec laquelle tu tiens le plus dans ta vie, ta copine, ton copain, je te jure que ça fait quelque chose quand même. Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors Christophe bien sûr dit pas il faut que tu mettes dans la fiction la personne réelle, mais il faut que par exemple la relation soit identique. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, qu'il y ait quelque chose quoi. Ouais, c'est un simulacre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, bien sûr, voilà, ça reste fictionnel et c'est toujours pour s'amuser. Thomas, est-ce qu'il y a d'autres techniques comme ça ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Toi, est-ce que tu as des techniques ? Moi, je viens de te le dire. Là, en fait, tu as dit les techniques des autres. Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, la musique,
Clairement, c'est quelque chose que j'utilise aussi. En Plus fait, sain. mes techniques, déjà, vous les avez quasiment toutes passées en Maintenant, temps. t'as la musique que tu utilises, celle de Alone in the Dark, elle marche très bien. Hein. Ouais, Parce que mais moi, c'est je sais que caricatural le un peu. premier scénar de Cthulhu que j'ai fait avec toi, c'est ça qui m'a foutu les boules. Hein. C'est caricatural un petit peu. Ouais, Moi, mais je un film de zombies, c'est caricatural. Moi, ma technique, Enfin, sauf 28 jours plus tard, c'est vraiment spécial, mais sinon, un film de zombies, c'est caricatural, mais ça marche, Rome. Ouais, non, mais carrément. Hein. Encore une fois, hein, le plus simple, c'est le plus fondamental, mais moi, ma technique préférée, ça reste celle de la régularité et de la surprise. C'est-à-dire que tu vas imposer un rituel régulier et à un moment donné, tac, pour une raison X, Y, ça va changer. C'est le rituel que tu décrivais tout à l'heure, Cédric, où tu as un petit bruit régulier que le MJ va entonner et d'un coup, ça va. Voilà, ça, c'est ma technique préférée. Que tu peux faire comme ça, que tu peux également retrouver dans la description. Moi, je suis quelqu'un, c'est-à-dire d'assez réaliste. Quand je veux faire peur, je vais m'attarder un petit peu sur les détails. Afin de plonger justement le joueur dans une ambiance qui va être lourde et qui va être continue, qui va être longue. Comme Thomas, quoi. Un peu comme Thomas peut-être, Ouais. mais un peu comme les réalistes du 19e. Et là, puis boum, un coup aussi, quoi, un truc qui va sortir un petit peu du cadre. Quoi. Ouais. Là aussi, on va jouer sur la surprise, si tu veux, mais in-game. D'accord, ok. C'était une chambre d'enfant avec des nounours, des petites poupées qui vous regardaient et un crâne. Thomas. Tu demandes s'il y a une pelle dans le coin. Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça, voyons. Alors sinon, il y a autre chose que l'on C'est la que l'on pelle de peut faire. Cthulhu. L'appel de Cthulhu. Elle était facile. Spécial Richard. Il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est dans la description, justement, tu poses encore une fois cette description qui est longue, lourde, réaliste, et tu vas glisser un élément là-dedans horrible, mais comme si, en fait, il ne sortait pas cette fois-ci du décor. C'est-à-dire, voilà, comme faisait Fly, c'est-à-dire, voilà, je vais décrire une chambre d'enfant, je vais passer en revue les T'as poupées, un petit oreiller, les trucs, quelques pluches, un crâne, deux, trois une autre livres poupée, posés voilà. sur l'étagère. Et là, t'as le joueur qui... quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bah, une chambre, des poupées, d'enfant des ordinaire. livres. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, un coussin. Voilà, ça peut marcher aussi. Ouais, ça peut peut-être fonctionner. Alors, je voudrais aborder la dernière thématique, c'est l'idée, est-ce que vous pensez qu'il existe, est-ce que vous avez déjà croisé des systèmes qui garantissent une partie où on se fait peur en tant que joueur? Flavie. Je vois ce que t'entends, mais pour ma part, j'ai jamais vécu un système qui garantissait la peur. Il fallait autre chose comme ambiance autour Donc, de la table. en tout cas, le système de santé mentale, par exemple, de Cthulhu, qui est la grosse révolution après AD&D. Ça, c'est ce qui permet de faire rire dans Cthulhu. Parce que c'est le moment où tu peux manger ça, c'est des super- allumettes. Alors ça, c'est pas super engagé. Ouais, non, attendez les gars. C'est super engagé, ça, ce que vous dites là. Bah, Il y a je suis des tas de désolée, joueurs c'est qui les le jouent moments où je sérieusement. Il y a des tas rigole. de joueurs qui jouent ça sérieusement. C'est pas unique. Nous, on le Je joue à sais, Attention, mais- on le joue sérieusement Maintenant, aussi. je dis ça fait rire. J'ai dit tout à l'heure que quand j'avais peur, je riais nerveusement. Il y a aussi de ça, tu vois. Donc le système de santé mentale, Le système de santé mentale, Thomas. il n'est pas un système de peur. ouais, ça. Bah, C'est un système de déstabilisation mentale. Oui, D'accord. entièrement d'accord. donc Voilà, ça, donc pour toi, c'est c'est autre pas. chose. C'est pas forcément une peur. D'ailleurs, une explication autour de ça. Effectivement, c'est généré. La santé mentale est générée par la peur, Voilà. puisque dans le système de Cthulhu, quand un joueur a peur, en fait, d'abord, il doit faire un jet d'idées, savoir si la peur qu'il a, il l'a comprise ou pas. Et s'il l'a compris, mentalement, vu qu'il comprend la chose, il se déstabilise, donc il perd des points Excellent. de santé mentale. Excellent. étrangement- Mais c'est pas la peur, en je suis fait. entièrement d'accord avec toi, Étrangement, Tom. je trouve que le système de santé mentale ne permet pas d'avoir peur, mais il permet de contrer en fait les attentes que le joueur il avait pour la suite de l'histoire. Tu vois, il se dit je vais faire ça, et en fait non, pas santé mentale. Ouais. En fait, et du Non. coup, ça lui met des bâtons dans les roues, et c'est un moyen pour avoir peur. En Ouais. fait, c'est pas un moyen pour mettre de l'ambiance. Je C'est trouve une la santé pression aussi mentale. pour avoir peur de perdre son Ouais. perso, peut-être. Même sans ça, je veux dire, ce qui fait peur vraiment dans Cthulhu, toi qui as fait donc la campagne du Crime de l'Orient Express, Ouais. les Turcs font peur. C'est-à-dire un élément récurrent du Voilà un décor. élément récurrent, tu sais que tu es poursuivi, c'est ça qui Ça, fait c'est peur. pas mal. Ouais, Les c'est pas monstres mal. que tu rencontres, c'est ça qui C'est- fait peur. C'est pas vraiment Ouais. la santé mentale. Mais La encore une santé fois, c'est mentale, une autre chose. situation. On voit bien que c'est une situation qui fait peur, quoi. C'est Non. jamais. Si tu C'est veux, vrai. comment dire, la meilleure garantie n'est évidemment pas le système de jeu. La meilleure garantie, Mais si. c'est le maître Si. de jeu. Ben, ce le sont maître les de joueurs. jeu, il fait partie du système de jeu, Cédric. Oui, C'est- mais c'est pas parce que tu vas mettre par exemple des Les points de techniques, santé mentale ou autre que tu vas avoir du 100% pour la peur. Attends, par tu, contre, si tu tu as un confonds bon deux maître- choses. Tu confonds système de jeu et système de résolution. Je suis d'accord qu'un système de résolution peut pas garantir d'avoir peur. Mais par contre, le système de jeu, c'est Ouais, aussi. si il y tu a- considères est-ce que qu'il y le a maître de un jeu MJ fait ou pas? partie du système de jeu, Ah bah d'accord. oui, bien sûr. D'accord, ok. Évidemment que ça fait partie du système Non, de jeu. le maître de jeu ne fait pas partie du système. Ah, le maître de jeu attention comment vous utilise le voyez, les système. gars. Ah non, je suis pas d'accord. Le maître de jeu. Mais, alors,
podcast. Ça c'est un podcast. Le maître de jeu moi, fait une moi, partie du je serais système. assez d'accord avec Rome Ah. dans la tradition forgienne, je pense. Là. Non, parce que ouais, il faut que je le note. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un autre sujet. Alors, Voilà. on arrête ce sujet. Mais par maître contre, de jeu, ouais. ouais. Et je disais évidemment, le maître de jeu, ça va être ce qui va faire 99% du truc. Parce que, comme je disais tout à l'heure avec Fly, si je te dis, bon voilà, il y a un zombie qui se pointe devant toi, t'as une grosse hache, tu fais quoi ? Et là, t'es là pour fraguer du monstre. Ah bah c'est super. Tandis que si je te pose une ambiance, un truc avant, puis je te dis là, tu t'entends un petit bruit et tu vois quelqu'un s'approcher, je te décris la scène, ce zombie, je vais te le mimer et autres, je vais faire les bruits. Là, c'est quasiment du garanti. Après, là, je sens Thomas là qui va nous faire le En truc, fait, là. je viens tout simplement dans les explications techniques que nous a présenté Rome avec la petite sonnette de comptoir. C'est que t'es en train de faire des descriptions. T'imagines, il y a un gars dans le système qui dit bah voilà, vous pouvez appuyer dessus pour déclencher quelque chose. Bah c'est pas ta description qui fait peur. Ouais, c'est le mec qui vient de sonner. Et Oui, c'est bien ce le qui est génial, système. c'est que tout le monde, là, à ce moment-là, tout le monde en plus a peur que l'autre fasse un geste brusque devant lui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension physique aussi autour de la table. Oui, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Thomas rapidement. Si t'as un. Comment dire ? Pardon. Court. Ouais, si t'as pas de maître de jeu pour mettre l'ambiance, ta sonnerie, elle sert à rien. Ouais, Thomas. Je reprends un autre exemple, Innommable. Le système pour faire peur, c'est que tu jettes des dés dans un bol et à chaque fois qu'on jette des dés, ça veut dire que l'horreur augmente. Les joueurs savent, le système dit que quand vous entendez le gling du bol, l'horreur augmente. Donc c'est pas vraiment la description, c'est juste le jet de dés. Il suffit que tu fais cling, c'est que ça, le bruit direct te dise ok, là on va partir dans les trucs trash. Même si le système est important, soyons quand même honnêtes, on vient de faire un podcast entier disant quelles étaient vos techniques de MJ pour faire peur. Les techniques font partie du système, je répète. Pour moi, c'est clair. Pour les jeux de rôle à MJ... Picatoulou, il va indiquer dans son système de jeu cette technique et elle fera partie du système. Si tu joues pas avec cette technique-là, pour moi, tu ne joueras pas à mais dans les jeux de rôle qui font peur avec MJ, c'est quand même... même si il n'y a pas que ça, il y a quand même une partie du MJ. Si le MJ, c'est un MJ bisounours qui sait pas du tout comment faire peur, même si le système garantit certaines choses, s'il n'y a pas d'ambiance même autour de la table, même dans les joueurs, là, tu n'auras pas de partie qui te fera peur. Mais d'accord. Donc tu veux dire que ça repose quand même s'il y a un bon système sur les joueurs ? Non, ça repose en partie. Ce serait quand même de l'hypocrisie de dire que ça ne repose pas un petit peu sur eux. Pour moi, un bon système avec des joueurs. Mais si, parce qu'il y a un contrat social aussi avant. On dit, ouais, non, vous, les joueurs, si vous jouez à ce jeu, c'est que vous avez envie de jouer à ça de telle manière. Donc, pour moi, ça, encore une fois, là, on est en train de rentrer gentiment vers un autre podcast. Je pense que ça ne concerne plus ce podcast. Donc, du coup, on va laisser nos auditeurs avec toutes ces bonnes idées. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose ? Vas-y, n'hésite pas. Et tous mourir ce soir. C'est ce qu'on va voir. En attendant, pendant que Thomas nous fricassera, Tidus Snake vous présentera encore ses news au sujet de comment ça s'appelle, Starcraft, avec son magazine Craft Mag. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Bon dimanche. Au revoir. À bientôt et n'oubliez pas d'avoir peur. Bon dimanche sur Play. Je vous applaudissements.